Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette plongée dans les mystères d'Aquaman, les origines masquées de son univers ou encore la quête initiatique de cet enfant né entre deux mondes et pourtant destiné à devenir roi. Toutefois, avant de partir explorer avec vous ces archétypes, ces légendes, ces inspirations, je vous propose mon avis sur le film sans spoiler et en quelques mots, sachant qu'il sort ce 19 décembre. Avant toute autre chose, Aquaman c'est une grande claque visuelle. La plupart s'en émerveilleront, certains esprits un peu chagrins peut-être le jugeront davantage digne de la couronne du kitsch que de celle de l'Atlantide. Quoi qu'il en soit, j'aurai l'occasion de revenir en détail sur tout l'impact visuel de ce film qui est vraiment important, et ce sera dans une vidéo qui arrivera en fin de semaine. Mais au fait, à qui s'adresse Aquaman avant tout? Eh bien, je dirais aux amateurs de grandiose qui ne craignent pas le flamboyant et l'art pompier. C'est un film pour ceux qui sauront laisser leur scepticisme grincheux au vestiaire et se laisser porter par les 42 vagues qu'ils s'apprêtent à prendre en pleine tronche. Aquaman est un film généreux, parfois trop pour son propre bien, mais on sent tout le travail et la déclaration d'amour au personnage, comme au cinéma de genre, qu'il y a derrière ce film fleuve 2h23 quand même. Et c'est à toute l'équipe du film, bien évidemment, qu'on doit cette générosité, à commencer par James Wan, le réalisateur. James Wan, c'est Saw, Insidious, The Conjuring, Furious 7, beaucoup de films d'horreur évidemment, et dans certaines séquences parmi les plus marquantes, on retrouve un peu de cet univers. Il faut dire qu'Aquaman, c'est au moins 5 genres en un seul film. Le genre super-héroïque évidemment, mais aussi l'aventure, l'horreur, la fantasy teintée de science-fiction, et même parfois de péplum, voire de comédie romantique, on peut dire qu'Aquaman joue sur tous les tableaux. Et justement, de véritables tableaux, voilà ce que retranscrivent certains plans de ce film. Et pourtant, cette maestria visuelle qu'il faut vraiment reconnaître n'est pas totalement exempte de défauts, et il pourra arriver de sombrer du mauvais côté de la frontière, qui pourrait séparer la satiété de l'écœurement face à un dessert trop gras ou trop sucré qu'on aurait dans son assiette pour les fêtes. Un peu trop de ralenti notamment, même si c'est fait en pleine connaissance de cause, on peut se retrouver avec l'impression de regarder une version de luxe d'un épisode de Power Rangers quand les Atlantes surgissent dans leurs armures de combat rutilantes. Alors certes, c'est vrai, il faut bien reconnaître que le ralenti sied bien à des acteurs du style de Jason Momoa, il n'y en a pas beaucoup comme lui, et James Wan, le réalisateur, ne le sait que trop bien. Ce Jason, on sait qu'il habite l'écran, qu'il est charismatique, mais c'est parfois difficile de dire s'il joue un rôle ou si tous ses rôles deviennent Jason Momoa. Pour le savoir, peut-être faudra-t-il un jour le voir délaisser sa badassitude. La bande originale est à l'image du reste, riche et hétéroclite. On passe d'une ambiance intimiste à de l'électro façon Blade Runner, sans oublier des percussions guerrières. Malheureusement, on fait aussi, je dois vous prévenir, la douloureuse expérience d'une reprise de Toto par Pitbull, qui est juste venu sur ce film pour massacrer Africa. Malgré ses défauts, quelques incohérences et facilités scénaristiques, que je ne détaillerai pas ici, Aquaman est un film qui émerveille et qui fait rire souvent avec lui, parfois de lui, un film qui fait voyager aussi avec la capacité de nous emporter dans des mondes comme on ne les avait jamais vus auparavant au cinéma. Une fois que j'ai dit tout ça, que se cache-t-il vraiment sous cette carapace rutilante? Eh bien pour le savoir, il faut plonger dans la partie spoiler qui même me suivent. Tout comme ce flashback vers l'Antiquité mythique permet de mieux découvrir l'Atlantide, il faut savoir revenir aux racines pour mieux apprécier cet Aquaman. Alors quelles sont les inspirations du film et les origines de cette histoire? La principale inspiration, et de très loin, c'est le run New 52 scénarisé par Jeff Jones, qu'on retrouve crédité pour l'histoire, mais j'y reviendrai ensuite. Parlons d'abord des écrivains, ces grands écrivains, ceux des mondes cachés comme ceux des grands anciens. Et oui, ce n'est pas pour rien si le film commence par une citation de Jules Verne selon laquelle deux bateaux en pleine mer, même sans vent ni courant, finiront toujours par se croiser, métaphore en l'occurrence de Thomas Curry et Atlana. Vous serez, je pense, d'accord avec moi pour dire qu'avant tout, Jules Verne, c'est le maître du récit d'aventure, celui qui se lance dans l'exploration d'espaces inconnus, que ce soit dans les hauteurs des cieux, les profondeurs de la terre ou celles de la mer. Saviez-vous d'ailleurs que James Wan avait eu le luxe de pouvoir choisir entre Flash et Aquaman, et s'il a choisi ce dernier, c'est pour les lieux incroyables et les créatures fantastiques qu'il pouvait nous faire découvrir. Évidemment, l'impact de Jules Verne dans le film se retrouve avec cette mer intérieure cachée au centre de la Terre, une étape très importante dans le périple d'Arthur Curry, puisqu'il s'agira presque de l'aboutissement de sa quête initiatique. Le deuxième auteur qui marque le film de son empreinte est Howard Phillips Lovecraft. En effet, dans les premières minutes du film, on retrouve The Dunwich Horror sur la table de Thomas Curry, le père d'Arthur, et il s'agit bien sûr d'un des ouvrages les plus connus de ce maître de l'horreur de l'étrange, et bien sûr créateur du fameux mythe de Cthulhu. Et on peut reconnaître son influence dans la créature, le Karaten, qu'on pourrait décrire comme une version popcorn d'un grand ancien. Et si jamais les grands anciens, ce thème vous intrigue, vous ferez vos propres recherches, mais à vos risques et périls, je
vous aurais prévenu pour votre santé mentale. Et en résumé, ces créatures antédiluviennes sont animées de néfastes intentions, en tout cas pour le peu que la conscience humaine est capable d'en saisir, des intentions bien plus néfastes que celles du Karatên dans le film. Pour l'anecdote, la voix du Karatên est celle de Julie Andrews, l'interprète originale de Mary Poppins, qui a actuellement 83 ans, alors que son retour chez le rival Disney sort exactement le même jour en France. L'influence de Lovecraft, on la retrouve aussi dans les créatures de la fosse qui correspondent au profond de son mythe. On peut regretter d'ailleurs que ce film, en voulant synthétiser sans doute pour en montrer le plus possible, ait dit directement que ces créatures de la fosse sont des Atlantes dégénérées, car dans les comics, il y a la notion de découverte horrible de ce destin qui a été le leur. Et les comics, justement, il est grand temps d'en parler plus en détail. Aquaman avait déjà été badass dans de précédents comics, notamment dans les années 90, quand Arthur, alias Orin, portait des cheveux longs et une barbe, qui ne sont pas sans rappeler ceux de Jason Momoa, mais clairement le run New 52, scénarisé par Jeff Jones, a marqué un renouveau du personnage et a permis de remettre au goût du jour le roi de l'Atlantide. Et le film tire tellement d'éléments scénaristiques de ces comics New 52 qu'il est plus intéressant et plus rapide de faire la liste des différences les plus importantes. Pour commencer, je vous propose de revenir sur la mort du père de Black Manta. Dans le film, c'est une scène forte, une belle scène, et dans les comics, elle est bien différente puisque c'est Arthur lui-même qui broie la gorge du père de Black Manta sous les yeux de son fils, parce qu'il croit tenir entre ses mains celui qu'il tient responsable de la mort de son propre père, Thomas. Et au passage, si une sale embrouille venait à dégénérer entre Batman et Aquaman, et qu'ils en viennent aux mains, et que l'un soit sur le point d'achever l'autre, on peut se rassurer, il finirait par se rabibocher tout simplement en évoquant le nom de Thomas, qui est celui de leurs deux pères. Et si après ça vous ne vous abonnez pas à la chaîne, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Dans les comics, Néré est le promis de Mera alors qu'il devient son père dans le film, et que Mera est promise à Orm. Voilà un choix d'adaptation judicieux qui permet de resserrer la structure du récit. Il en va de même pour Orm, qui dans les comics est considéré comme responsable apparemment de la mort de sa mère, alors que justement dans le film, son amour pour elle permet justement de venir nourrir cette haine, ce ressentiment envers son grand frère Arthur, et laisse aussi la porte ouverte à une éventuelle rédemption. Toujours dans l'idée de resserrer le récit, le rôle de Vulko est totalement modifié par rapport aux comics. Il passe de traître responsable de la guerre à véritable mentor d'Arthur qui vient compléter les éléments du mythe du souverain caché, sur lequel je reviendrai ensuite. Comme je le soulignais déjà au sujet de la fosse, on perd un peu du mystère qui est associé aux 7 nations et aux 7 mers dans le film, qui veut sans doute en montrer un peu trop dans le temps qui lui est imparti, et cela joue aussi avec Xebel qui dans les comics est une nation secrète cachée dans le triangle des Bermudes, mais on perd cet aspect dans l'adaptation. On peut supposer que la fameuse nation perdue pourrait être utilisée comme une ouverture à une suite, tout comme le Dr Shin, le roi mort ou encore le poignard de Black Manta, mais je garde tout ça pour la fin de la vidéo car le moment est venu d'évoquer les mythes archétypaux qui nourrissent le film. Dès la scène du voyage de classe à l'aquarium, l'enseignante nous résume l'enjeu pour le héros Arthur. En effet, elle explique que nous venons de la mer et qu'il faut savoir explorer là d'où nous venons pour être capable d'en découvrir plus sur nous-mêmes. En effet, comme dans toute bonne quête initiatique qui se respecte, c'est avant tout à lui-même qu'Arthur va se confronter au fur et à mesure des épreuves qu'il va traverser. Et l'illustration la plus parfaite arrive alors qu'Arthur tente de récupérer le fameux trident d'Atlan. Ce n'est pas par la victoire physique, par le combat qu'il peut triompher, non, c'est en vainquant ses propres peurs et en assumant pleinement la responsabilité qui lui incombe. Somme toute, ce que nous propose Aquaman, c'est la rencontre entre deux mythes archétypaux, d'abord celui du souverain caché, et ensuite celui de l'enfant issu de deux mondes, et à ce sujet, je vous recommande une excellente vidéo de la chaîne américaine Screen Prism. Comme on le sait, si Arthur porte ce prénom, c'est évidemment en référence au roi Arthur, c'est d'ailleurs clairement dit dans le film par le père d'Arthur lui-même au tout début. Et évidemment, le roi Arthur, c'est le mythe du souverain caché par excellence, sachant que toutes les caractéristiques de ce mythe se retrouvent dans Aquaman. Élevé par le peuple, le souverain caché acquiert ainsi la capacité à comprendre ce qui échappe sans doute à ceux n'ayant connu que la facilité et l'opulence. Le roi caché ne désire pas le pouvoir et même ne s'en pense pas digne. De ce point de vue, le trajet d'Arthur est aussi une épreuve d'humilité. Comme il le dit lui-même, malgré tous ses pouvoirs, il passe la plupart du temps à se prendre de bonnes corrections. Sa quête consiste justement à accepter de renoncer à une forme de liberté pour accepter la responsabilité du pouvoir. Pour cela, il doit découvrir que le pouvoir est actuellement utilisé à de mauvaises fins, d'où l'importance d'Orm, le contre-exemple du pouvoir absolutiste, et détourné pour servir des ambitions manquant de sagesse. Pour asseoir son autorité et prouver sa légitimité, le souverain caché va saisir un symbole royal inaccessible au commun des mortels, avec un parallèle immanquable entre Excalibur planté dans le rocher ou l'enclume selon les versions, et le trident enserré dans la poigne de fer du roi Atlan.
Concernant le mythe de l'enfant des deux mondes, il est également très présent dans l'histoire d'Aquaman, puisqu'Arthur est né et a été élevé à la limite entre la surface et la mer dans un phare qui va aussi symboliser, et bien évidemment, son rôle de guide et de sauveur. Arthur se sent rejeté par ces deux mondes et s'est donc refermé sur un cercle très restreint. Il rejette ces civilisations en refusant d'y prendre véritablement part, comme s'il n'y avait pas sa place. Toutefois, au gré de son aventure initiatique, Arthur découvrira non seulement les merveilles qu'il ne soupçonnait pas de l'Atlantide, mais aussi le sens du devoir et aussi sa propre valeur, la valeur d'un héros capable de se battre pour tous. Ce qu'il doit notamment à Mera et Atlanna qui jouent toutes deux un rôle capital dans cette découverte. Les clins d'œil sont très nombreux dans ce film et je n'ai nullement l'intention ni la prétention de tous les recenser ici, d'ailleurs des tas de sites s'en donnent déjà à cœur joie. Parmi les plus intéressants toutefois, on notera Annabelle, la poupée maléfique qui a marqué les spectateurs de The Conjuring et de ses suites plus ou moins ratées. Et pour la repérer, c'est assez simple, elle se situe dans le fond marin, dans les débris, au moment où Arthur et Mera décollent avec le vaisseau que la princesse de Xébel avait caché et qu'ils partent en direction de l'Atlantide. Durant le duel du cercle de feu, on ne peut pas manquer la pieuvre joueuse de tambour, et il s'agit là d'un clin d'œil à Topo, la pieuvre qui accompagnait Aquaman dans certaines de ses anciennes aventures, et qu'on retrouve sous une forme bien plus proche de celle du Karaten dans la version New 52. Le clin d'œil le plus stupide nous vient sans aucun doute possible de Fast and Furious, quand Mera puis Arthur se jettent de l'avion pour s'écraser en plein Sahara, sans avoir emporté une goutte d'eau, ni le moindre moyen connu de sortir du désert, le tout sur la cover dégueulasse de Pitbull, on s'en serait bien passé. Pour ce qui est des premières ouvertures que ce film nous ménage déjà pour une éventuelle suite, et cette suite devrait avoir lieu au regard des chiffres obtenus au box-office, eh bien on a déjà la rencontre entre Black Manta et le Dr. Shin. Dans les comics, ce docteur était un ami de Thomas Curry, en qui lui et son fils avaient confiance, et qui les aidait à comprendre les capacités d'Arthur jusqu'à ce que l'ambition prenne le pas, et que le docteur recherche une reconnaissance scientifique mondiale en prouvant l'existence de l'Atlantide en utilisant l'enfant. On constate que le film conserve cette obsession du Dr. Shin pour l'Atlantide, mais semble avoir laissé de côté ce lien existant entre Thomas et lui, et peut-être que Black Manta en aura après le père d'Arthur. Autre élément remarquable qui pourrait éventuellement être utilisé dans une suite, eh bien on remarque dans leur second affrontement que Black Manta parvient à planter le poignard de son grand-père dans l'épaule plus ou moins d'Arthur Curry, et normalement ce n'est pas possible pour une arme humaine, ce qui pourrait laisser sous-entendre que son grand-père, celui qui avait été un des premiers hommes grenouilles, se serait aventuré jusqu'à l'Atlantide, à moins qu'il n'ait frappé exactement là où il avait déjà réussi à blesser Aquaman avec l'arme Atlante, mais ce serait quand même moins intéressant. Lors de la séance geek que j'ai assurée lundi au Pâté La Villette, Laurent m'a fait remarquer, suite aux questions-réponses, que la blessure d'Arthur à l'épaule faisait furieusement penser à celle reçue par Khal Drogo dans Game of Thrones. C'est assez bien vu. Pour en revenir à Black Manta, je ne suis vraiment pas convaincu qu'il serait choisi comme principal antagoniste d'une suite pour Aquaman 2, parce que sans doute, à mes yeux en tout cas, même s'il était esthétiquement réussi, en tout cas très fidèle aux comics, et de mon point de vue ça passait, et qu'il était aussi un formidable adversaire au corps à corps dans les combats contre Aquaman, eh bien peut-être qu'il manquait un peu de nuance. Du coup je me demande si le récit ne pourrait pas s'orienter vers l'exploitation du roi mort. En effet, dans les comics, le roi Atlan revient, tel un mort-vivant, pour récupérer son terrible trident, ce qui donne surtout l'occasion de réviser l'histoire jusqu'alors crue comme véritable autour des circonstances de l'engloutissement de l'Atlantide. Au passage, c'est l'acteur Graham McTavish, qui incarne le saint des tueurs de la série Preacher, et qu'on a pu voir aussi dans le Hobbit ou encore Outlander, qui prête ses traits à Atlan si vous ne l'aviez pas reconnu. La nation perdue, celle qui semble correspondre à la 7e mer, la seule dont la statue géante, plutôt vers le début du film, est décapitée, pourrait aussi être utilisée dans une suite, puisqu'il y a beaucoup de mystères autour de cette nation perdue, ne serait-ce que dans son nom. Et puis éventuellement, on pourrait penser au roi Orvax, qui est souvent mentionné, c'est le père d'Orm, mais peut-être que revenir encore à des histoires de famille, ça ferait un peu doublon avec le scénario de ce premier Aquaman. J'espère que cette vidéo qui m'aura demandé énormément de travail vous aura plu, et je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, ou encore celles et ceux qui regardent des petites publicités sur Utip. Ça prend un petit peu de temps, c'est gratuit pour vous, et ça me permet de soutenir la chaîne. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!